Donc, bienvenue à tous, bienvenue à chacun, donc à chacun, à chaque élève de la promotion du certificat management des associations et à tous ceux qui ont eu l'information et pour qui ce thème des RGPD est d'actualité ou leur plaît. Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui sont déjà là, qui ont déjà participé au webinaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas le premier. Et ce n'est pas encore tout à fait le dernier non plus, mais voilà, donc en tout cas, c'est celui qui est dédié aux données personnelles et au règlement de protection. Je ne sais même plus comment ça se traduit, RGPD, c'est pas moi qui vais intervenir, c'est Béatrice Fleury. Donc, moi, je suis Cécile Chassefer, je fais partie de l'équipe de l'ADEMA, donc en tant qu'intervenante. Je suis avocate aussi, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Je suis chargée de faire cette petite introduction au nom de l'ADEMA et de Mines ParisTech Executive Education, donc qui sont partenaires depuis de nombreuses années et plus spécifiquement sur le certificat depuis, je crois que ça doit faire 4 ans maintenant, et pour proposer donc un module de formation pour les dirigeants d'associations ou ceux qui souhaitent intégrer le secteur associatif ou fondation et qui souhaitent aussi donc prendre du recul, s'investir avec une professionnalisation en complétant, en renforçant ses compétences. Et donc, je serai présente pour le webinaire, mais je vais laisser pas pour intervenir, mais je serai présente aussi à la fin du webinaire pour ceux qui auraient des questions sur le certificat. Je vais laisser la parole à Béatrice. Avant, je rappelle juste que le replay vous sera envoyé par mail et que nous, avec Béatrice qui intervient, nous préconisons que vous notiez vos questions, que vous utilisiez le chat et que vous puissiez intervenir plutôt à la fin de différentes parties pour que le déroulement se passe au mieux. Voilà, donc bienvenue à chacun et la parole est à Béatrice. Merci Cécile. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va pouvoir échanger pendant 1 heure et demie sur ce sujet passionnant qui est le RGPD et plus généralement la protection des données personnelles. À laquelle vous êtes tous confrontés, que ce soit dans votre vie personnelle, mais surtout dans votre rôle en tant que futur ou actuel responsable associatif. Alors le RGPD, l'idée de ce webinaire, c'est un peu de désacraliser la chose. C'est vrai que depuis son entrée en vigueur, on a entendu beaucoup de choses de façon à vous faire peur, pour être très, très clair. Et mon but, j'espère que j'y arriverai, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de quoi avoir peur de cet outil législatif et qu'au contraire, ça peut vous aider dans votre management quotidien à mieux organiser la gestion de votre association et ça peut être un véritable allié. Alors, depuis son entrée en vigueur, on en entend beaucoup parler. Vous avez sans doute quelques idées préconçues déjà sur ce qu'est ce corpus de règles et ce que ça implique pour vous. Mais je vous propose quand même de commencer par un petit test pour voir si ce que vous connaissez sur la protection des données personnelles et les fausses idées qu'on peut avoir sur ce point. Alors, la première question, c'est « Mon association ne collecte que des noms et des adresses mail, elle n'a pas besoin de DPO. Oui ou non ?» Alors, si je peux me permettre, on peut traduire DPO? Eh bien, on le verra après. Donc déjà, premier point qui fait que c'est le délégué à la protection des données personnelles, Data Protection Officer, d'où l'acronyme. Mais bon, écoutez, du coup, on va pouvoir en parler après. Et la réponse est pas forcément. Deuxièmement, le RGPD est le seul texte applicable en matière de protection des données personnelles. Vrai ou faux? Alors, la réponse est non. C'est le principal, mais il y a eu beaucoup de textes d'application au niveau national et il y a aussi d'autres textes européens comme nationaux qui viennent en complément, que ce soit sur la confidentialité, la cybersécurité, etc., qui peuvent s'articuler avec le RGPD.
RGPD, donc si vous n'êtes pas familier avec l'acronyme, c'est le règlement pour la protection des données, le règlement général pour la protection des données. Je n'utilise pas d'ordinateur, donc le RGPD ne me concerne pas. Vrai ou faux? Alors là, la réponse est faux. Les traitements de données personnelles peuvent aussi se faire sur un cahier de permanence qui est soumis aux mêmes règles, que ce soit un traitement informatisé ou un traitement papier. Et enfin, je suis une association, donc le RGPD ne me concerne pas. Ça, c'est une question un peu, un peu amusante, puisque vous êtes là, vous savez très bien que le RGPD vous concerne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord, on va commencer par voir ensemble tous les grands principes de la protection des données à caractère personnel. Et plus on va aller dans le webinaire, plus on va aller dans les applications pratiques et avec des exemples, avec ce que vous devez faire en pratique dans chaque association pour être en conformité avec cette réglementation. Et ensuite, à la fin, on sera d'autant plus pratique avec vos éventuelles questions. Alors, les grands principes de la protection des données à caractère personnel. Pour faire un peu d'historique rapidement, avant l'entrée en vigueur du RGPD, on avait plusieurs règles étatiques qui pouvaient s'appliquer. Et comme par définition, les traitements de protection des données et les données personnelles sont échangés sur le plan international, puisque nécessairement, dès lors que ça passe par Internet, on est ouvert à tous les pays, on avait un enchevêtrement de règles et donc on ne savait pas toujours quelles règles appliquer dans quelles circonstances. Depuis, on a cette magnifique voie dégagée sous un ciel avec très peu de nuages. C'est pour signifier que non pas il n'y a plus de règles et ça va être plus simple et l'autoroute de la vie vous est ouverte, mais c'est que nous avons une seule règle applicable dans tous les États membres. Alors, l'objectif de ce nouveau règlement, c'était donc de faire de ce droit un droit fondamental, mais surtout de le rendre homogène et cohérent dans les États membres. Il y a eu un grand changement par rapport à au régime précédent, c'est-à-dire que avant, en tout cas en France, vous avez dû entendre parler des fameuses déclarations CNIL, c'est-à-dire que dès qu'on faisait un traitement de données personnelles, on devait le déclarer pour qu'il soit reconnu valable et autorisé. Maintenant, il est a priori autorisé, mais c'est à chaque partie qui effectue des traitements de données personnelles, de s'assurer que la conformité est appliquée. Et ensuite, il peut y avoir un contrôle a posteriori de la CNIL et les sanctions dont on parlera plus tard. C'est ce qu'on appelle le principe d'accountability, c'est-à-dire que vous qui effectuez un traitement à données personnelles, vous avez le contrôle de vos données, mais en même temps, vous êtes aussi responsable de leur conformité à la réglementation. Alors, le RGPD est donc un texte qui a été appliqué en 2016, le 27 avril 2016. Donc, je pense que vous allez voir dans un mois, un peu plus d'un mois, les grandes communications pour l'anniversaire des 20 ans du RGPD. Mais surtout, il est entré en vigueur le 25 mai 2018. Donc, c'est en 2028 que nous aurons surtout l'anniversaire de l'entrée en vigueur du RGPD. Il est contraignant et directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une loi entrée en vigueur dans chaque État pour que les principes qu'ils contiennent soient directement applicables. Ça fait office de loi depuis le 25 mai 2018. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, les États membres conservent la possibilité d'adopter des dispositions nationales dans certains domaines qui peuvent différer du règlement. C'est le cas en France, par exemple, pour l'accès aux données des mineurs. Alors, on ne peut pas aller en deçà des règles du RGPD, mais on peut avoir des règles plus contraignantes dans certains États. Les grands principes du RGPD, encore une fois, c'est un cadre juridique unifié. J'insiste là-dessus, mais c'est quand même très important de savoir que, a priori, dans tous les États membres de l'Union européenne, on a le même cadre juridique qui s'applique, sous réserve, comme je le disais tout à l'heure, des lois nationales qui peuvent être plus dures sur certains points.
L'objectif était de renforcer le droit des personnes et la conformité est fondée sur la transparence et la responsabilisation. Responsabilisation, accountability. Vous aurez compris que c'est à vous de mettre en œuvre la responsabilité la conformité, au sein de chaque association. Les responsabilités sont partagées entre toutes les parties prenantes et sont précisées dans le cadre de ce règlement. Et on a aussi mis à jour le cadre des transferts hors UE. C'est d'autant plus important qu'on a depuis l'entrée en vigueur du RGPD un des membres de l'UE qui en est sorti, en l'occurrence le Royaume-Uni, qui était un acteur très important en matière d'échange de données personnelles et qui n'est donc plus a priori, qui ne fait donc plus partie a priori, enfin même pas a priori d'ailleurs, en définitive, du champ d'application du RGPD. Et c'est pour ça qu'il a fallu que, y compris pour le Royaume-Uni, qu'on mette en œuvre un cadre de transfert considéré hors Union. Les sanctions sont renforcées par rapport aux sanctions qui étaient avant données par la CNIL. On en parlera plus tard, mais le principe du RGPD, c'est qu'on a des sanctions qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Et l'objectif est évidemment de renforcer le caractère contraignant du règlement. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? La donnée personnelle, de façon générale, c'est toute information qui identifie directement une personne, ce qu'on voit de façon assez claire, et c'est tout ce qui relève à l'identité, le nom, prénom, l'email. Mais ça peut être aussi toute information qui identifie indirectement une personne. Par exemple, le numéro fiscal, par exemple les données de connexion, par exemple les données de géolocalisation. Donc tout ça, ce sont des données personnelles. Ce n'est pas forcément parce que l'identité est dans la donnée directement on n'est pas en présence d'une donnée personnelle. Par exemple, une donnée de géolocalisation, si on sait que si votre maison est isolée au milieu d'une forêt, d'un village, etc., on sait très bien, et on peut retrouver à partir de cette donnée le fait que la personne qui habite est telle personne, c'est une donnée personnelle. Alors, on va beaucoup parler dans ce webinaire de personnes concernées. La personne concernée, c'est la personne dont la donnée personnelle est échangée, traitée, etc. Parmi ces données qui peuvent être, donc, comme je vous le disais, une source d'identification directe ou indirecte, on a une catégorie particulière qui sont les données sensibles. Les données sensibles, ce sont les données qui ont trait à la santé, la vie sexuelle, l'ethnicité, l'opinion politique, la religion, l'appartenance à un syndicat, la génétique ou la biométrie. Le principe, c'est que ce type de données, le traitement est interdit, sauf si vous avez le consentement express de la personne, dans certaines finalités en matière de droit du travail et de protection sociale, dès lors que le traitement est utilisé pour des activités légitimes et non lucratives, dès lors que ces informations ont été rendues publiques par la personne concernée, lors de l'exercice ou de la défense d'un droit, lorsque c'est dans l'intérêt public, la recherche historique ou scientifique ou des statistiques, et dans le cadre des condamnations pénales. Mais dès lors que vous êtes en présence d'une donnée sensible qui appartienne à l'une de ces catégories, gardez en tête que le principe est que le traitement est interdit, et si jamais vous avez besoin de ce traitement pour la finalité, pour un but particulier dans votre association, vous devez vous assurer que vous êtes bien dans l'une de ces catégories d'exception et de mettre en œuvre une certaine précaution dans le traitement de ces données et de défense des droits. Alors, je prends l'exemple de la donnée de santé. On peut avoir aussi une idée un peu, encore une fois, très réductrice de la perception et de la qualification d'une donnée de santé. Les données de santé, ce sont les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui relèvent des informations sur l'état de santé de cette personne. C'est pour ça que vous pouvez ne pas avoir de données de santé à proprement parler, mais dès lors que vous avez besoin de connaître le taux d'invalidité ou le handicap d'une personne, son numéro de sécurité sociale ou son historique médical, alors c'est souvent avec le taux d'invalidité, par exemple, qu'on est ou la situation de handicap. Là, on est dans le cadre d'une donnée de santé
donc du données sensible, donc les précautions évoquées précédemment pour le traitement de ces données. Alors, j'ai pu parler de traitement et ça reste un terme là aussi qui est celui de la réglementation, mais vous ne voyez pas forcément en pratique à quoi ça correspond. Alors, on a souvent l'impression qu'il faut avoir un traitement informatique, c'est-à-dire une action, une transformation particulière de ces données. En fait, la définition du règlement est beaucoup plus large. C'est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. Donc, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, on a vu tout à l'heure que ça peut être donc une application informatique, un logiciel qui traite des données, par exemple, pour pouvoir faire un envoi de mails, de newsletters, etc. Ça peut être un fichier Excel qui n'est a priori pas automatisé, mais qui reste quand même structuré dans le cadre de ce fichier. Et ça peut être un document papier dès lors que les informations sont structurées et organisées. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le fameux carnet de suivi lors des permanences où on indique le nom d'une personne et le problème confié, c'est un traitement de données personnelles. Alors, le traitement de données personnelles, ça comprend donc plusieurs opérations qui suivent un peu toute la vie et toutes les opérations qu'on peut effectuer sur des données personnelles. Donc, ça commence avec l'obtention, que ce soit la collecte en direct, c'est-à-dire donnée par la personne concernée, ou l'extraction, quand on achète par exemple des bases de données et qu'on récupère ces bases de données par un moyen informatique. Le stockage, l'utilisation, la transmission et la suppression. Donc à chacune de ces étapes, quelle que soit l'action qui est faite, vous devez vous conformer à la réglementation de protection des données personnelles. Alors, je vous disais tout à l'heure, on n'a plus besoin de faire une déclaration particulière pour qu'un traitement soit autorisé, mais il y a une condition de validité et donc, en fait, avant même de procéder à une opération de traitement de données personnelles, quelle qu'elle soit, vous devez vous assurer que le traitement repose sur une base légale. Les bases légales, il y en a 4. Le consentement, c'est-à-dire que la personne concernée a donné son accord au traitement en question que vous voulez faire de sa donnée personnelle. Il est nécessaire pour l'exécution d'un contrat, par exemple un contrat d'abonnement à un magazine, vous devez avoir nécessairement l'adresse postale ou électronique de la personne. Il est nécessaire pour respecter une obligation légale, donc une obligation légale par exemple dans le cadre d'une association qui participe à une mission de service public, on peut être dans ce cas-là, ou il est nécessaire à l'intérêt légitime du responsable du traitement ou du sous-traitant. L'intérêt légitime, c'est un peu la case fourre-tout, a priori. Donc, vous pouvez être tenté de l'utiliser pour justifier un traitement personnel. En pratique, c'est quand même quelque chose qui va faire l'objet d'une vérification a posteriori plus vigilante des autorités. Et moi, je vous encourage plutôt à vous assurer que votre traitement est fondé sur une des 3 premières bases, ce qui vous évitera une remise en question de l'intérêt légitime que vous avez pu estimer. Alors, j'ai donc parlé de responsable de traitement de ces traitements. À chaque slide, on va avoir des nouveaux termes que vous ne maîtrisez pas forcément. L'idée, c'est justement que vous soyez à la fin de ce webinaire, je l'espère, familier avec toute la terminologie déjà de la protection des données personnelles. Alors, le responsable de traitement, c'est la personne qui est finalement à l'origine du traitement de données personnelles. C'est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec une autre, détermine les finalités et moyens du traitement. Donc, vous voyez, je parle de personne physique ou morale, ce qui veut dire que même une personne physique peut être considérée comme une partie prenante du traitement des données personnelles. Le sous-traitant est lié donc au responsable de traitement avec un contrat et c'est une personne physique ou morale qui traite les données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. Je prends un exemple, vous êtes une association, vous avez des fichiers sur votre ordinateur ou qui sont stockés sur vos serveurs informatiques. L'hébergeur de ces serveurs va être considéré comme votre sous-traitant.
Et ensuite, donc j'ai parlé justement du fait que le RGPD donnait davantage de droits à, à la personne concernée. Donc la personne concernée, on l'a déjà vu précédemment, c'est une personne physique, nécessairement une personne physique, qui peut être identifiée directement ou indirectement, on l'a vu tout à l'heure, par référence à la donnée collectée. Donc, les personnes concernées ont donc plusieurs droits, à savoir un droit à l'information, c'est-à-dire un droit de savoir ce que vous allez faire exactement des données que vous allez collecter ou traiter, un droit d'accès, c'est-à-dire qu'à tout moment, elle peut savoir quelles données vous avez sur elle, un droit de rectification, c'est-à-dire qu'elle peut venir vous demander de modifier les éléments que vous avez sur elle, un droit à la portabilité. Alors ça, c'est un peu technique, mais elle peut avoir le droit de récupérer toutes les données que vous avez sur elle, que vous traitez et qui la concernent sur un support exploitable, et un droit d'opposition, c'est-à-dire elle peut refuser, même après avoir donné son consentement, à ce que tout ou partie des données que vous détenez et que vous traitez la concernant soit retirée de vos traitements. Alors, une fois que vous avez ces données, un des principaux problèmes auxquels vous allez être confronté, ça va être les cas de violation de données. Violation de données, on verra après plus généralement ce que c'est, mais c'est toute atteinte qui est faite aux données que vous traitez pour le compte de personnes concernées distinctes. Le principe, c'est que vous avez une obligation de notification de violation de données extrêmement rapide. D'abord à la CNIL, dans un délai maximum de 72 heures, et ensuite aux personnes concernées s'il y a un cas de risque élevé d'atteinte à leurs droits. Alors, le principe, c'est que quand on vous alerte d'une violation de données, vous devez procéder à une analyse extrêmement rapide pour savoir si c'est effectivement qualifié de violation de données. Et c'est là qu'en interne, vous allez devoir mettre en place une certaine procédure et une certaine équipe, comité de décision pour savoir si effectivement c'est considéré comme une violation de données. Et ensuite, donc, notifier à la CNIL dans le délai maximum de 72 heures. Et après analyse, si vous considérez qu'il y a un cas de risque élevé d'atteinte aux droits des personnes concernées dont les données ont fait l'objet de la violation, vous devez les informer. Vous avez sans doute tous reçu déjà des mails, notamment de web marchands ou autres, qui disposaient de vos données personnelles et qui vous envoyaient une information sur cette violation de données. Il faut savoir que c'était dans le cadre de leurs obligations au titre du RGPD. Alors, est-ce qu'on peut partager les données personnelles en dehors de l'UE? C'est possible. S'il y a eu une décision d'adéquation, qui est une décision de la Commission européenne qui a considéré que le pays en question disposait d'un régime juridique qui permettait une protection des données personnelles échangées. C'est le cas par exemple d'Israël, c'est le cas par exemple du Royaume-Uni dont je parlais tout à l'heure, ou c'est le cas, alors de façon plus ou moins fluctuante, avec les États-Unis, puisqu'on a des accords réguliers avec l'Union européenne qui sont de façon régulière également dénoncés par les autres parties, puisqu'il y a des modifications du régime américain, du régime américain qui vient à modifier la réglementation de sorte qu'elle n'est plus conforme avec le RGPD. Donc, je vous invite, dès lors que vous envisagez un traitement de données personnelles à destination d'un État hors UE, d'aller voir sur le site de la Commission européenne pour voir l'état du droit à l'heure où vous engagez ce traitement et de faire une veille un peu régulière pour vous assurer que le régime juridique est toujours en adéquation avec le régime juridique européen. Si ce n'est pas le cas d'un point de vue, si le régime n'est pas considéré comme adéquat, dans ces cas-là, vous devez prendre avec la partie en question des clauses contractuelles type. C'est un contrat particulier qui
qui sera fait avec la partie en question et qui vous permettra de vous assurer que l'entreprise respectera les obligations qui sont les vôtres en tant que responsable de traitement soumis au RGPD. Il y a aussi, je vous en parle, les règles d'entreprise contraignantes qui interviennent souvent dans le cadre de gros groupes avec des filiales. Donc, vous serez peut-être moins concerné si jamais votre association ne rentre pas dans cette catégorie. Et il peut aussi y avoir des arrangements administratifs qui étaient le cas notamment avec le Royaume-Uni au moment où ils sont sortis de l'Union européenne, puisque la Commission européenne n'avait pas pu prendre suffisamment rapidement une décision d'adéquation. En outre, vous conservez l'obligation, évidemment, d'informer les personnes concernées de ce traitement qui sera en dehors de l'Union européenne. Et il peut y avoir, dans certains cas, la nécessité d'avoir des contrats de partage de données supplémentaires. Vos risques en cas de traitement non conforme, je vous le disais tout à l'heure, le RGPD a eu pour effet d'augmenter la capacité de sanctionner les parties jugées non conformes, puisque désormais, sous l'égide du RGPD, vous pouvez avoir une sanction financière qui va jusqu'à 10 millions d'euros, 10 milliards d'euros, ou 2% du C annuel, ou jusqu'à 20 milliards et 4% du montant annuel dans des cas de groupes de sociétés, le montant le plus élevé des deux chiffres étant retenu. À titre d'exemple, l'activité CNIL en 2025, ils ont donc délivré 143 mises en demeure et 83 sanctions qui s'élevaient à 486, pour un total de 486 839 500 euros de sanctions imposées. Alors, a priori, ça ne vous parle pas forcément, mais il faut savoir qu'en 2024, on avait eu beaucoup plus de sanctions, un nombre plus important de sanctions pour un montant moindre. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment un accroissement par sanction individuelle du montant des condamnations. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure qui sera assez parlant. Sachant qu'avant, sous l'égide de la loi informatique et liberté, dont vous avez peut-être entendu parler, on était sur des sanctions maximales de 100 000 euros, donc vraiment beaucoup plus inférieur à ceci. Il y a aussi un risque d'image qui est important, puisque alors, la plupart des sanctions de l'autorité de protection de données sont désormais rendues publiques, en tout cas les sanctions importantes, et qu'en plus, les violations de données personnelles sont notifiées à l'autorité de protection des données et aux personnes concernées. Je vous parlais tout à l'heure des fameux emails que vous recevez sur votre boîte mail. C'est vrai que si tous les mois, on reçoit des emails alertant de violation de données, il va quand même y avoir une certaine perte de confiance de votre public, donc de vos donateurs ou de vos parties prenantes ou de vos partenaires. Alors, la procédure de sanction, il y en a deux maintenant. Donc, une procédure normale et une procédure simplifiée dans les cas assez évidents et pour des sanctions et des violations moins importantes. Donc, la procédure normale, c'est qu'on a d'abord un rapport par un membre de la CNIL. Il va y avoir, vous aurez, si jamais vous êtes mis en cause, droit à des observations écrites. Il y aura nécessairement une audience. Puis, 6 membres de la formation restreinte de la CNIL vont se réunir et statuer. Et les sanctions peuvent être un rappel à l'ordre, une injection avec une astreinte qui peut aller jusqu'à 100 000 euros par jour, une suspension du flux de données, une suspension des règles de groupe contraignantes et une amende qui peut aller avoir jusqu'à 20 millions d'euros et surtout une publicité de la sanction. Pour les sanctions moins importantes, plus évidentes, dans laquelle le défendeur a fait l'objet quand même d'une certaine coopération, bonne volonté et bonne foi, on a un rapport qui est fait par un agent de la CNIL avec toujours des observations écrites puisque ça reste une procédure contradictoire évidemment. Il peut y avoir une audience si, en tant que mise en cause, vous le demandez, et c'est un seul membre d'une formation restreinte qui va statuer. Les sanctions sont moins importantes, je vous le disais, donc ça peut être un rappel à l'ordre, une injonction avec une astreinte qui peut également aller jusqu'à 100 000 euros par jour, et une amende qui va seulement jusqu'à 20 000 euros, et surtout une absence de publicité de la sanction.
Donc, ça reste quand même quelque chose de... Alors, certes, l'amende n'est pas négligeable, surtout pour les petites associations, mais c'est quand même une procédure plus intéressante. Des exemples de sanctions au titre des associations. Donc, c'est la dernière sanction intervenue, c'était une sanction de non-respect du droit d'effacement, ce qui est une petite violation. Et la CNIL a quand même imposé une amende de 10 000 euros à cette association, sachant qu'un an auparavant, pour une sanction qui correspondait aussi à un non-respect des droits de la personne concernée, donc à peu près dans un domaine similaire. En l'occurrence, c'était le droit d'accès, mais c'est vraiment, on est vraiment dans deux affaires similaires. On avait une condamnation de 3 000 euros. 3 000 euros en 2024, 10 000 euros en 2025, et on sait très clairement que la tendance va être à l'augmentation. Donc, on attend avec impatience le webinaire de l'année prochaine pour pouvoir faire un comparatif avec les sanctions 2026. Et en exemple d'action très importante, c'était dès 2018, alors que pourtant en 2018, on avait peu de sanctions puisque la CNIL laissait un peu aux parties prenantes la possibilité de s'acclimater et de se mettre en conformité. Mais là, c'était un donné de sécurité. En l'occurrence, les avis d'imposition étaient accessiblement clairs via une recherche Google. Et là, on a eu une amende de 75 000 euros qui a été prononcée à l'encontre d'une association. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, oui, les associations sont concernées et oui, les associations peuvent être condamnées au titre du RGPD. Voilà sur la première partie sur les grands principes. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais Alors pas oui, il y a eu des si... petites questions. Il y a au moins, la première peut-être assez simple, le montant maximum de la sanction. On parle en millions ou on parle en milliards? 20 millions Euh, ou 20 milliards? alors, c'est des milliards de Des mémoire. milliards. Oui, je n'ai pas bien, je n'arrive plus à lire Ouais, c'est trop. mon Il y a trop de abréviation. il y a trop Oui, de c'est zéros. ça. Donc, on reste bien en milliards. Pour les... Évidemment, c'est les montants maximum, hein. On n'est Oui, pas oui, c'est obligé des d'atteindre montants, jusque-là. c'est des montants maximum. Alors, il y a aussi pour les grosses entités, ça va même au-delà puisqu'on va sur le pourcentage du chiffre d'affaires et c'est comme ça que Google a pu être condamné à une sanction. Non, je crois que ce sont des millions d'ailleurs, de 50 millions. Donc, je crois que ce sont des Alors, il y en millions. avait une autre qui était un petit peu plus tôt sur la notion de données sensibles, ou Oui, est-ce que les éléments d'une description type couleur des yeux sont voilà, des données sensibles? Est-ce que c'est dans la biométrie? c'est dans la biométrie, Voilà, donc j'espère que la effectivement. personne qui a posé sa question est satisfaite. C'est Pierre-Olivier Poc. Voilà, dit Poc. Dernière question, quels sont les critères de la CNIL pour orienter les audits? Ou les contrôles plutôt, non? Alors, ça j'en parlerai tout à l'heure. Mais le premier point d'entrée, alors ça peut être je le dis rapidement, mais on verra ça plutôt tout à l'heure. Ça peut être le nombre de notifications de violation de données. Ça peut être des démarches faites par les personnes concernées, puisque lorsque vous ne répondez pas au droit d'accès, ou même lorsque vous répondez au droit d'accès, enfin aux demandes de droit des personnes concernées, les personnes concernées généralement signalent ce genre de choses à la CNIL. Et ça peut être des contrôles inopinés, la première porte d'entrée étant le site internet de votre association. Mais je reviendrai là-dessus plus tard parce que c'est effectivement important pour vous de savoir quels sont les points de vigilance à avoir pour éviter ce genre de contrôle. Voilà. Et puis merci à ceux qui proposent des petits accès à des sites pour obtenir les informations sur les fuites de données, voilà, des choses comme ça. Et finalement aussi, Google, Microsoft, Apple, Amazon, YouTube, Teams, c'est des sous-traitants et on a le droit quand même de passer par eux. Alors, ce sont des sous-traitants et avec lesquels vous avez un contrat. Normalement, lorsque vous utilisez ce genre de choses, vous signez un contrat en ligne ou autre dans lequel vous mettez d'accord justement sur les données partagées et sur les conditions de traitement de ces données.
Mais dès lors qu'ils utilisent des données dont vous êtes responsable de traitement pour le compte d'autrui, vous devrez informer les personnes concernées au moment de la collecte que vous utilisez ces sous-traitants. Je reviens donc, je vous propose de poursuivre sur les questions plus pratiques qui vont peut-être répondre partiellement à certaines de ces questions plus en détail. Et sinon, on pourra aussi, n'hésitez pas à reposer vos questions et on y répondra à la fin de la deuxième partie. Donc, je vous ai décrit les grands principes et maintenant, je vous propose de voir leur mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre, donc je vous redonne les principes puisque la répétition est une forme d'enseignement. Donc, l'accountability, la responsabilisation en français, le principe de privacy by design by default, qui est en fait le principe selon lequel vous devez, dès l'origine d'un projet, déjà réfléchir à la conformité des données personnelles qui seront utilisées, traitées dans le cadre de ce projet. La licéité, c'est-à-dire qu'évidemment tout traitement de données personnelles doit être licite. Un principe de minimalisation de la collecte. Vous n'utilisez que vous ne collectez que les données dont vous aurez besoin pour votre traitement. Un principe de proportionnalité, c'est-à-dire là aussi les données collectées, traitées doivent être limitées à celles dont vous avez besoin pour le traitement dont il va donner, que vous allez mettre en œuvre, et la proportionnalité de la durée de conservation, c'est-à-dire qu'on ne garde pas des données pendant 30 ans si vous n'en avez besoin finalement que pendant un mois. Un principe de transparence qui va avec le principe d'information des personnes concernées et le principe de sécurité. Donc, cela veut dire en pratique que vous devez mettre en œuvre des mesures de sécurité adéquates, informer les personnes concernées, réaliser une collecte de données loyale pour une finalité déterminée, des données qui sont strictement nécessaires à votre traitement et en limitant la durée de conservation de ces données. Alors, la question, c'est pour partager des données personnelles, concrètement, comment on fait? Là, je vous donne l'exemple d'un bénévole qui souhaite transmettre des informations relatives à un adhérent à un prestataire de l'association, donc prestataire, donc partie tierce. Est-ce que c'est conforme au RGPD? Avant de répondre à cette question, vous devez vérifier si le partage des données est fondé sur une base légale, si les personnes concernées ont bien été informées au préalable de ce transfert et des conditions de ce transfert, et que le responsable de traitement est responsable de l'utilisation faite par des tiers des données personnelles qui sont transmises. Concrètement, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je vous donne un exemple, comment vous déclarez les activités dans votre registre de traitement, on en parlera après, mais concrètement, dès lors que vous devez faire un traitement de données personnelles, que ce soit la collecte, le stockage ou autre, vous devez vous assurer que le traitement est fait pour une finalité définie. Je vous prends l'exemple d'un entretien avec une personne en vue de son adhésion à l'assignation. Donc, le traitement va être l'entretien pré-adhésion, c'est-à-dire l'échange que vous allez avoir et l'entrée, le cas échéant, de ces données sur votre cahier ou sur votre fichier. Le principe de minimalisation des données, c'est-à-dire qu'on ne collecte que les données nécessaires. On avait eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais par exemple, la SNCF avait été un peu mise à l'index puisqu'elle demandait pour la réservation de ses billets qu'on précise le genre de la personne qui collectait ces billets. Donc concrètement, si vous indiquiez votre nom, votre prénom, et il fallait indiquer si vous étiez monsieur ou madame. La SNCF a eu, alors non pas une condamnation, mais en tout cas une alerte de la CNIL, qui lui a rappelé que autant ils avaient besoin du nom et de la prénom de la personne pour vérifier que c'était bien elle qui voyagerait et qui utiliserait le billet, mais elle n'avait pas besoin de connaître le genre de la personne pour ce voyage. Donc, on ne collecte que les données nécessaires dans le cadre à la finalité qui a été indiquée précédemment. Donc, concrètement, un entretien pré-adhésion, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'adresse postale si vous ne prévoyez pas d'envoyer des documents. On s'assure que ce traitement est fait sur un principe de base
légale. Donc là, l'entretien préadhésion va être sur une base légale contractuelle, étant précisé que chaque traitement a une base légale. Par exemple, comme je vous disais, l'adresse postale n'est pas forcément nécessaire pour l'entretien préadhésion, mais elle peut être nécessaire pour l'envoi d'une newsletter. Mais là, on n'est pas sur la base légale initiale du contrat d'adhésion, on va être vraisemblablement sur un consentement de la personne à recevoir la newsletter. Le principe de sécurité, ça veut dire que vous devez en interne vous assurer que vous avez les mesures techniques et organisationnelles pour permettre le respect des règles en matière de traitement de données personnelles. Vous devez informer préalablement la personne concernée. Ça peut être par voie d'affichage dans le bureau dans lequel, par exemple, vous réalisez cet entretien. Ça peut être par voie, par remise d'une notice. Ça peut être ce que je vous recommande de le mettre dans le cadre du formulaire d'adhésion, puisque quoi qu'il en soit, vous devrez vous ensuite être en mesure de justifier que vous avez bien réalisé cette information personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de cocher des cases qui seront enregistrées ou de signer dans le cadre de votre formulaire d'adhésion. Et si vous avez un transfert hors UE, vous devez vous assurer que c'est fait dans le cadre d'un transfert autorisé à destination d'un transfert autorisé et dans le cadre d'un cadre contractuel réglementaire. Pour protéger les données personnelles, vous avez plusieurs moyens. Donc, le registre de traitement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un registre que vous allez devoir détenir, maintenir, mettre à jour sur tous les traitements des données personnelles qui sont faits. Alors, j'ai vu que vous aviez donné des liens pour certains sites qui aident dans votre conformité. À la fin de ma présentation, je vous mettrai aussi des liens, et notamment le lien vers un registre de traitement qui est disponible sur le site de la CNIL et que vous pouvez déjà utiliser sans nécessairement passer par des prestataires tiers qui vont vous formuler ça, ce qui est peut-être un peu disproportionné par rapport à la taille de votre association. Le délégué à la protection des données, le fameux DPO dont on parlait tout à l'heure, que je vais développer plus après, un encadrement des transferts hors UE par voie contractuelle ou réglementaire, le principe de privacy by design dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait de réfléchir aux moyens d'assurer des traitements conformes dès la genèse d'un projet qui vise à traiter des données personnelles. Donc, quand je parle genèse d'un projet, ça peut être quelque chose de très, très imposant, mais ça peut être tout simplement lorsque votre association envisage d'installer un nouveau logiciel, d'utiliser un nouveau logiciel pour sa vie associative. Donc, avant même de souscrire, vous devez vous assurer que ce nouveau logiciel sera conforme au RGPD. La sensibilisation, c'est-à-dire que vous devrez justifier d'avoir formé et en tout cas informé toutes les personnes qui seront impliquées pour vous dans le cadre des traitements des données personnelles. Donc, c'est vos salariés, vos bénévoles, votre bureau, vos administrateurs, etc. etc. Donc, généralement, on fait des petites notices d'information, des chartes, on s'assure qu'ils en ont tous eu connaissance et idéalement des formations régulières faites par vous ou par un tiers. Enfin voilà. Et là aussi, je reviendrai après sur ce qui vous est proposé pour permettre de remplir cette obligation de sensibilisation. Une analyse d'impact, là aussi, je développerai plus tard, mais c'est une étude plus particulière, plus poussée que vous allez devoir faire dès lors que vous avez des traitements de données particuliers de grande ampleur, avec un grand nombre de données, avec beaucoup d'intervenants, etc., etc. Et réaliser une veille auprès des autorités, que ce soit la CNIL ou le Comité européen de protection des données, qui sont les principaux intervenants et les principales autorités, et aussi les autorités d'autres pays, si jamais vous intervenez dans ces autres pays, pour déjà vérifier les éventuelles recommandations, et parce que les recommandations sont souvent à suivre, qui peuvent intervenir pour préciser votre pratique qui est faite.
Le délégué à la protection des données personnelles, donc le fameux DPO, c'est la personne qui va être chargée pour votre association de mettre en œuvre la conformité au règlement européen de protection des données pour l'ensemble des traitements que vous mettez en œuvre. Alors, il y a des obligations de désigner un DPO, c'est le cas de tous les organismes publics, et c'est aussi obligatoire lorsque vous réalisez un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle ou un traitement à grande échelle de données sensibles. Ça, ce sont les cas dans lesquels la désignation d'un DPO est obligatoire. Après, vous pouvez avoir tout à fait désigné un DPO. Je vous encourage dans ce cas-là à le déclarer à la CNIL, comme ça, il devient vraiment l'interlocuteur privilégié de votre protection de votre conformité au RGPD. Et ça peut être un membre de votre association ou une tierce personne, que ce soit d'un cabinet de DPO, un avocat ou autre. Les outils mis à la disposition du DPO, et c'est là où est la difficulté de sa désignation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance, et c'est souvent le cas, à désigner votre responsable juridique ou votre responsable informatique. Sachant que le DPO, c'est un peu ce qu'on appelle le mouton à cinq pattes d'un organisme, puisqu'il doit être non seulement familier des règles de conformité, mais aussi familier des aspects techniques du traitement de données personnelles. Donc, idéalement, c'est un juriste qui a une appétence pour la technique ou un technicien qui a quand même une bonne connaissance de la réglementation. Puisqu'on va vérifier que votre DPO tel que désigné a bien les qualités professionnelles et les connaissances spécifiques lui permettant de réaliser sa mission. Et ensuite, l'autre outil, c'est qu'il doit justifier, enfin, vous allez devoir, le cas échéant, justifier que votre DPO a bien les moyens matériels, organisationnels, ressources et positionnement de réaliser sa mission. Concrètement, les ressources, c'est que si vous êtes là aussi une association de grande ampleur, un homme ou une femme seul ne peuvent pas gérer l'intégralité de la protection des données personnelles. Il faut s'assurer qu'il y ait des personnes qui l'assistent dans sa mission. Positionnement, le délégué à la protection des données personnelles peut avoir parfois un rôle désagréable au sein d'un organisme, c'est-à-dire de revenir, de refuser la mise en œuvre de projets qui sont contraires au RGPD. Et pour ça, il doit pouvoir bénéficier au sein de la structure une certaine indépendance. C'est là où le secrétaire général de votre association, dès lors qu'il est finalement sur le plan hiérarchique en dessous de votre président ou directeur général, n'est pas forcément la personne qui pourra avoir ce rôle un peu désagréable de devoir indiquer et de devoir refuser qu'un projet n'est pas approprié. C'est le cas, par exemple, aussi d'un membre de votre service informatique. Si jamais au-dessus de lui, il a un directeur, un DSI, il ne va peut-être pas être en mesure de dire à son DSI que le nouveau cloud qu'il envisage n'est pas conforme à la réglementation en matière de protection des données personnelles. Est-ce que je peux t'arrêter juste une seconde? Parce qu'il y avait une question puisque sur nous arrivons l'ordre de grandeur. À la fin de la deuxième partie. Alors, pourrais-tu repréciser un peu l'ordre de grandeur, là, ce qui est considéré comme la grande échelle pour avoir l'obligation du DPO, et ça permettra de repréciser, est-ce que quand on est association, on doit avoir un DPO, et éventuellement, est-ce que le président de la SOS peut être le DPO? Alors, d'abord, grande échelle. Concrètement, dès lors que vous êtes une association dont l'objet est finalement d'avoir un public de personnes en situation d'handicap ou d'accompagnement, et que vous savez que pour chaque traitement, pour chaque accompagnement, vous allez avoir besoin de données sensibles telles que celles que j'ai évoquées précédemment, on est sur un traitement à grande échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un grand nombre, mais on va regarder si par rapport à votre structure, le traitement est un traitement majeur ou un traitement mineur. S'il y a un traitement mineur, honnêtement, on vous encouragera plutôt à vous en passer. Suivi régulier et systémique des personnes à grande échelle, là encore, le à grande échelle, ça va être au regard de votre association.
Si vous êtes un organisme public ou qui assure une mission de service public, vous allez devoir désigner un DPO. Mais généralement, dès lors que votre objet premier, c'est de traiter des données sensibles, désignez un DPO. Sur la question sur le président de l'association, oui, à condition qu'il ait les qualités professionnelles et les connaissances spécifiques. C'est vraiment la condition sine qua non. Donc, le président de votre association, il peut très bien connaître l'activité de votre association et son objet et le domaine dans lequel vous intervenez. S'il n'a pas les connaissances techniques et les connaissances réglementaires, ça peut poser un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait 2-3 petites choses peut-être plus haut. Est-ce que l'IA entre dans le champ du RGPD? Évidemment. Évidemment, dès lors que des données à caractère personnel sont utilisées. Et j'avais relevé aussi, il y en a qui disaient « Toutes nos données sont contrôlées par des serveurs sous législation américaine, y compris celles utilisées par les pouvoirs publics. Quelle est la pertinence de ces contrôles exercés par la CNIL ?» Alors, encore une fois, alors, je ne comprends pas très bien le sens de la question, à vrai dire, parce que ces traitements, le stockage et l'hébergement sur des serveurs américains, alors a priori américains d'ailleurs, parce que notamment Amazon Web Services ne donne pas d'informations très précises sur les lieux de ces serveurs pour des raisons de sécurité ou autres, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément sur le territoire américain. Donc, ça peut être partout dans le monde. Le principe, c'est que si vous avez un contrat avec Amazon Web Services et généralement, enfin, ou tout autre hébergeur qui n'est pas en Union européenne, votre traitement est conforme au RGPD dès lors que Amazon s'engage, et c'est le cas notamment de Microsoft, d'Amazon, etc., à respecter la réglementation européenne en matière de protection des données. Le petit bémol que je donnerais sur ça, c'est qu'on est a priori conforme au RGPD, mais qu'on n'oublie pas quand même les autres dispositions en matière de sécurité des données, et notamment vis-à-vis des lois américaines, des lois fédérales américaines, qui ont une loi sur la sécurité de l'État américain qui prévoit que, en gros, dès lors que vous avez des données qui sont mises à disposition ou accessibles par le biais d'une entreprise américaine, le gouvernement américain, s'il l'estime nécessaire, peut y accéder, quoi qu'il en soit. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème en matière de reconnaissance des États-Unis d'Amérique comme un territoire, comme un État adéquat pour le traitement des données personnelles américaines. Donc oui, c'est un vrai point de vigilance. C'est un vrai point de vigilance, y compris des pouvoirs publics qui essayent d'avoir des propositions sûres. C'est pour ça que finalement les solutions d'hébergement européennes, que ce soit en France, en Allemagne ou autre, sont quand même à privilégier à ce stade, compte tenu de l'incertitude qu'il y a dès lors qu'on fait appel à des sous-traitants américains. Honnêtement, je suis pas particulièrement pro-européenne, mais c'est vrai que surtout depuis la dernière mandature présidentielle, on a quand même beaucoup d'inquiétudes sur le sort de toutes les données personnelles et générales d'ailleurs, les informations qui peuvent être soumises au secret professionnel ou autres, qui passent par des sous-traitants américains. À côté de ça, je vous donne notre exemple. Nous, cabinet d'avocats, on est sur Microsoft et on a toute la suite Microsoft, donc avec ce risque et en espérant qu'en cas de gros soucis, la réglementation européenne et française puisse nous protéger. Et alors, dernière chose très pratico-pratique, peut-on demander le consentement a posteriori? Non, le consentement au traitement. Non, il doit être fait avant la collecte. Voilà. Ou au moment de la collecte. Donc, les bulletins d'adhésion, c'est pas mal pour la base. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, j'en ai pas identifié que j'aurais mis trop de côté. Si jamais il y en a qui se sentent mis de côté, qui se manifestent.
Mais Ou ils s'il y a auront le d'autres temps questions. sinon de le faire à la fin aussi. Donc, tu peux enchaîner, je crois. Très bien. Alors, on va aller encore plus dans le côté pratique avec maintenant ce qui doit être votre plan d'action au sein de votre association pour vous assurer ou, si cela n'a pas été fait, mettre en œuvre la conformité au sein de celle-ci. Alors, je reviens sur la fameuse accountability, responsabilisation, qui est définie ici comme l'obligation de mettre en œuvre les mécanismes et les procédures internes permettant de montrer le respect des règles relatives à la protection des données. Il faut savoir que sous l'égide du RGPD, vous n'aurez aucune excuse si vous n'avez pas mis en œuvre ce principe et la conformité au RGPD. Vous ne pourrez pas dire « Ah non, mais je ne savais pas, mais je ne suis pas un spécialiste, je suis une petite association, on est des petits bénévoles, on n'y connaît rien en matière de réglementation, etc. » Vous n'avez aucune excuse et vous serez sanctionné. Donc, ce que vous devez faire concrètement pour justifier en cas de contrôle ou de plainte que vous respectez bien tous les principes de protection des données personnelles, c'est d'abord mettre en place une politique de protection des données personnelles. Cette politique, concrètement, c'est un document dans lequel vous allez résumer tout ce que vous faites en matière de traitement des données personnelles, comment vous les protégez, et c'est un document d'information générale. Ce document, doit être accessible. Donc, généralement, on les voit sur les sites Internet. Si votre site Internet n'en a pas, vous renseignez très vite pour en faire rédiger un ou pour le rédiger et le mettre en ligne à côté de vos mentions légales, qui sont les deux éléments obligatoires d'un site Internet. Mais ça, c'est vraiment impératif d'avoir ce document et qui va servir aussi de base pour l'information des personnes concernées dont vous allez traiter les données personnelles. Je vous en parlais tout à l'heure, pouvoir justifier que pour chaque projet, la question des données personnelles, la conformité à la réglementation a été une préoccupation de votre entreprise. Vous devez faire une cartographie des traitements et avoir un registre des traitements. En gros, c'est un inventaire de tous les traitements de données qui sont faits. Ça, c'est ce qu'on fait au moment de la cartographie et qui se matérialise par le registre des traitements, qui est lui un document ou un fichier dont je parlais tout à l'heure. Désignez un DPO ou, si vous n'estimez pas nécessaire ou si vous n'êtes pas contraint de le faire, en tout cas un responsable des données personnelles qui sera l'interlocuteur des personnes concernées et de la CNIL. Mettre en conformité votre site Internet, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec la politique de protection des données personnelles visible et accessible. Et par exemple, lorsque vous avez un formulaire de contact, de collecte de données personnelles, vous assurez qu'il y a bien une collecte du consentement en même temps que la collecte des données. Justifier que vous avez fait des analyses d'impact, justifier des mesures de sécurité que vous avez mises en œuvre et justifier du fait que vous avez une procédure en cas de violation des données. Là aussi, il faut que ce soit documenté et ça peut être simplement lorsque si jamais tu es face à ça, contacte telle personne, mais en tout cas, montrer que vous avez bien une procédure définie au sein de votre structure. Donc, les bonnes pratiques à appliquer, c'est d'abord en premier lieu, c'est ce que je vous disais, informer les adhérents, les visiteurs de votre politique de protection en matière de données personnelles et lorsque vous devez collecter leurs données, des traitements qui en seront faits. Limiter les informations, les données qui sont collectées et ou conservées. Recenser les traitements dans le cadre de votre registre de traitement. Respecter les durées de conservation que vous avez décidées. Assurer la sécurité de la conservation et du stockage, et c'est là où ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les dispositions en matière de cybersécurité. Limiter et encadrer les accès des tiers aux données. Là aussi, il y a des allers-retours à faire avec la réglementation en matière de cybersécurité. Et notifier les violations de données. Concrètement, vous devez, je vous mettrai, alors ça on ne va pas le faire là, mais en gros un petit quiz qui vous permettra de voir si à ce stade, votre association, votre structure est conforme au RGPD. Donc vous pouvez le faire et le principe est d'ajouter des points dès lors que vous avez une réponse positive à chaque question pour ensuite pouvoir un peu voir où vous en êtes au niveau de la conformité.
Le premier critère, c'est de voir si vous assurez la sécurité des locaux, que ce soit des dossiers papier ou les accès aux locaux ou de vos serveurs physiques. Deuxième point, ça va être la sécurité des postes informatiques. Si jamais il n'y a qu'un seul ordinateur, ce n'est qu'un seul ordinateur. Mais en tout cas, vous assurez de voir s'ils ont tous des antivirus, des pare-feux mis à jour et que les utilisateurs ont tous un identifiant unique ou un mot de passe que seuls connaissent. Il va aussi y avoir ensuite des principes de gestion de ces mots de passe, s'assurer que les mots de passe ne soient pas facilement trouvables et les modifier régulièrement. Concrètement, si dans votre local associatif, il y a un poste informatique qui soit n'a pas est ouvert à tous, soit est ouvert à toute personne en utilisant un seul identifiant, le nom de l'association et 2026, vous ne comptez pas une réponse positive. La sécurité des terminaux personnels, vos bénévoles, vos salariés, vos administrateurs peuvent utiliser des terminaux mobiles personnels, que ce soit des smartphones, des tablettes, leurs ordinateurs personnels. Donc, s'assurer que dès lors qu'ils contiennent des données d'association, elles sont chiffrées, c'est-à-dire que vous savez qu'elles y sont et que vous pouvez les rendre lisibles à distance. Est-ce qu'ils sont verrouillés par mot de passe? Là encore, la CNIL regardera également les critères de mot de passe utilisés. Sur le site Internet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, premier portail d'accès et première source pour justifier un contrôle de la CNIL. Donc, là, sur votre site Internet, est-ce que vous avez bien une politique de confidentialité, politique de protection des données personnelles? C'est pareil. Si j'ai des soucis, des cookies, pardon, et des soucis, est-ce que j'ai bien le consentement de l'utilisateur pour les utiliser? Si oui, ai-je bien mis en place une politique de consentement des données personnelles? En matière de politique de conservation des données, est-ce que j'ai bien une politique de conservation des données, c'est-à-dire les durées de conservation pour les données personnelles qui sont également contenues dans les dossiers papier comme dans le système d'information? Est-ce que j'ai bien ce registre de traitement qui va être la première question d'une personne de la CNIL qui voudra réaliser un contrôle à distance? Est-ce que je tiens à jour? Et est-ce que je le tiens à jour? Est-ce que je remplis bien mon obligation de traitement d'information sur le traitement des données personnelles à l'égard des bénévoles, mais aussi à l'égard de mes administrateurs et des salariés, puisque oui, votre association traite aussi les données personnelles de vos administrateurs, salariés, bénévoles, outre du public et adhérents. D'un point de vue de la charte informatique, est-ce que j'ai bien mis en place une charte informatique qui permet de s'assurer que les règles de cybersécurité sont bien respectées? Pour l'habilitation des aspects, des accès aux locaux comme des accès informatiques, est-ce que j'ai bien une politique d'habilitation des accès? Est-ce qu'elle est gérée lors des arrivées et départs des intervenants? Par exemple, lorsqu'un administrateur sort de votre association, est-ce que ces accès sont bien coupés? Est-ce qu'un prestataire qui doit intervenir ponctuellement, par exemple pour faire une réparation sur votre parc informatique, son accès est-il bien coupé après, éventuellement avec un changement des modalités d'accès? Et enfin, est-ce que vous avez une procédure de violation de données, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait, ce que font chaque intervenant de l'association en cas de violation de données, quand notifier, qui notifier, que notifier? Voilà, donc je vous invite à faire ce petit test après ce webinaire pour voir où vous en êtes et ça vous permettra de voir si le degré d'urgence et de nécessité d'une mise en conformité. Une fois que vous avez fait ce quiz, concrètement, les données, les actions à mener, elles rentrent dans catégorie. D'abord, vis-à-vis de vos salariés bénévoles, vous devez mettre en place la campagne de sensibilisation et s'assurer que cette sensibilisation est mise à jour, par exemple par des formations annuelles. Mettre à jour leurs contrats de travail qui doivent contenir l'information du traitement de leurs données personnelles, respecter leurs droits en qualité de personnes concernées et contrôler la sécurité informatique. Vis-à-vis des adhérents, là, c'est au niveau de la transparence et du contrôle des données collectées qu'il va falloir s'assurer que vous êtes bien conforme. Vérifiez bien que tous les traitements qui sont faits, dans tous les traitements qui seront faits, vous savez bien quelles sont les données qui doivent être collectées
pourquoi, combien de temps sont-elles conservées, obtenir un consentement clair, éclairé et non équivoque chaque fois que c'est nécessaire, et vous assurer que vous avez une procédure d'exercice des droits des personnes concernées, par exemple une personne identifiée qui peut recevoir leurs demandes et qui peut les mettre en œuvre. Donc une procédure claire de collecte de données, une bonne traçabilité via un registre de traitement mis à jour dès ce traitement de données et une politique de protection des données personnelles. Vis-à-vis des autorités, vous allez peut-être devoir, en tout cas sur interrogation, démontrer des mesures que vous avez mises en place pour la protection des données personnelles. Donc tout ça, c'est documenter le fait que vous avez bien mis en œuvre les actions précédentes. Donc désigner et déclarer un DPO si c'est nécessaire ou si vous le souhaitez, mettre en place un registre des traitements et mettre en place les procédures mentionnées. En outre, je me permets de rajouter quelque chose, c'est de conserver, documenter toutes les actions précédentes qui ont été faites, c'est-à-dire avoir par exemple un fichier avec des feuilles d'émargement des participations aux formations de vos salariés bénévoles, pouvoir justifier que vous avez bien recueilli les consentements des personnes en question au traitement de leurs données, soit via les bulletins d'adhésion, les contrats de travail, etc., soit via un fichier à part. Et enfin, vis-à-vis de vos fournisseurs ou partenaires, c'est-à-dire concrètement toutes les personnes qui vous aident à réaliser votre action associative, conserver un haut niveau d'exigence pour, dès lors que vous êtes responsable de traitement, vous assurer du contrôle des données collectées, c'est-à-dire s'assurer aussi du niveau standard, du niveau élevé, des standards de protection des données, que ce soit les mesures de sécurité ou autres. Donc, vous devez vous assurer qu'avec chacun de vos partenaires, dans les contrats, ou si vous n'avez pas de contrat, les régulariser, vous avez bien des contrats ou des clauses qui visent expressément la protection des données personnelles. Est-ce que vous avez des questions sur ces points? Alors, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qui est les éléments obligatoires du site Internet? Mention légale et… Mention légale et procédure une politique de données personnelles, politique de protection des données personnelles. Donc, Et il peut y avoir aussi politique. besoin… En fait, bon, je chie brièvement parce que c'est tout un autre sujet qui peut faire l'objet d'une autre formation, mais en gros, ce sont les mentions légales, les conditions générales d'utilisation, le cas échéant, et la politique de protection des données personnelles. Et la gestion des cookies. Et la gestion des cookies qui est généralement inclus dans la politique de protection des données personnelles. Alors, tous les registres, tous les trucs là qu'il faut, c'est la fréquence de mise à jour. À chaque fois qu'il y a une modification du traitement. Et alors là, on arrive dans… des données ou autre. Donc, on dirait un puits sans fond pour certains, ou comment rattraper le retard si tout n'est pas dans les clous au sein d'une association. Comment est-ce qu'on doit tout remonter? Eh bien, moi, je vous conseille de commencer par un inventaire. Ça va vous faire une petite to-do list. Et ensuite, là aussi, vous pouvez être accompagné ou vous le faites seul, mais vous voyez un peu la priorité. Si rien n'est à jour, concrètement, ce que vous allez faire, c'est vous allez commencer par recenser tous les traitements qui sont faits et remplir votre registre de traitement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre politique de protection des données personnelles, vous recommencez finalement une collecte pour vous, alors je ne vais pas dire vous effacer tout, mais en tout cas, vous vous assurez d'avoir bien une information à jour des personnes concernées sur les traitements qui sont faits. Et ensuite, moi, je vous recommande, la première chose, c'est de mettre à jour votre site Internet, puisque c'est par là que ça va venir. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, les contrôles CNIL, ils arrivent. Alors, ça peut être par dénonciation interne, ça peut arriver, mais en tout cas, ça vient des personnes concernées à qui vous n'avez pas répondu. Donc, vous assurez qu'elles sont bien informées et de la CNIL qui va avoir votre site Internet. Mais alors, c'est sûr qu'il y a une to-do list. Si rien n'a été fait, vous avez une to-do list assez impressionnante parce que typiquement pour vos salariés bénévoles, il faut refaire pour les salariés des avenants au contrat de travail et pour les bénévoles, c'est pareil, les informer des traitements des données et vous assurer que finalement le traitement part bien à partir de cette information.
Et alors, y a-t-il des obligations sur vis-à-vis des followers sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous traitez leurs données personnelles ou pas? Concrètement, est-ce que vous allez reprendre cette liste de followers et les transmettre à un tiers? Est-ce que vous allez les stocker sur un serveur particulier? Est-ce que vous allez leur envoyer des newsletters? Si oui, il faut vous assurer que vous avez recueilli leur consentement. Et dans ces cas-là, vous êtes soumis aux dispositions de protection des données personnelles. Si vous ne faites pas de traitement de ces données personnelles, à savoir leur pseudo, non, il n'y a pas d'action à donner. Puisque dans ces cas-là, vous n'êtes pas responsable de traitement, vous êtes sous-traitant et c'est la plateforme, le réseau social en question qui s'assure d'être conforme aux données personnelles. J'imagine que tu vas nous donner quelques ressources, mais il y avait, voilà, est-ce qu'on peut avoir des canevas de politique de protection de données personnelles, voilà, tu as parlé d'un modèle de registre, voilà, j'imagine que toutes ces choses-là, tu vas nous donner des Tout sources. ça, vous l'aurez effectivement dans les liens utiles à la fin de la présentation et on pourra en reparler plus généralement à la fin. Et il y a effectivement beaucoup d'informations sur le site de la CNIL lui-même. Le site de la CNIL est une manne et a beaucoup d'outils justement pour que sans avoir un budget démesuré, vous puissiez être en conformité avec cette réglementation et ce principe notamment de responsabilisation. Je crois que je n'ai oublié personne. Alors, je vous propose de passer à une phase un peu plus interactive avec quelques petits cas pratiques. Alors, on ne pourra pas forcément tous les faire parce que je voudrais quand même garder un peu d'espace, 5 petites minutes à la fin pour vos questions éventuelles. Mais voilà, je vous propose un premier cas pratique, donc dans le cadre d'une prospection. Une fondation souhaite obtenir la liste des adhérents de votre association afin de leur envoyer des courriers et des emails d'appel aux dons. Est-ce possible? Et dans l'affirmative, quelles sont les obligations de l'association? Alors, vous pouvez répondre dans le chat si vous le souhaitez. Pour voir si déjà vous avez les bons réflexes. Alors, la réponse, c'est possible, mais vous avez effectivement des obligations, c'est-à-dire une obligation au moment de la collecte de l'utilisation aux fins de prospection, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la finalité, de la possible transmission à des partenaires du secteur associatif en les désignant de façon nominative et de leur droit, à savoir la possibilité d'une opposition. Pour la prospection par voie électronique, donc par email, c'est-à-dire que si on va envoyer des emails aux personnes dont les données sont collectées, là, on n'a pas seulement une obligation d'information, mais il faut recueillir le consentement. C'est le cas particulier de ce qu'on appelle la prospection par voie électronique. Autre petite question. Donc, en matière de collecte de données personnelles, un bénévole demande, dans le cadre de l'entretien d'adhésion, la religion ainsi que le numéro d'immatriculation de sa voiture à la personne qui vient la voir. Ou un autre exemple, une commune demande la transmission des listes des adhérents de votre association alors que vous devez seulement déposer un dossier de subvention. Bon, j'ai un peu orienté, mais est-ce possible? Et si oui, quelles sont les obligations de l'association? Alors, je vais vous donner la réponse. La réponse est bien évidemment non, puisque le principe de minimisation et de proportionnalité interdisent la collecte de données non strictement nécessaires au traitement. Alors, un exemple en matière de violation de données. Donc, en rentrant d'une réunion au siège, un des administrateurs de votre association se fait voler une sacoche qui contient sur une clé USB la liste des administrateurs présents à cette réunion. Et le lendemain, il réalise que sa sacoche contenait aussi un cahier utilisé lors d'une permanence de bénévoles
Quelles sont donc les démarches à effectuer? Si je vous laisse répondre. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une violation de données. Vous devez donc voir la procédure interne qui a été mise en place et en informer le DPO ou s'il n'y a pas de DPO, le responsable des données personnelles désigné au sein de votre association. Discuter avec lui et les différents services qui ont vocation à intervenir sur la nécessité de la notifier à la CNIL et, si c'est nécessaire, informer les personnes concernées. Généralement, lorsqu'il y a ce genre de choses, on vous demandera aussi de faire une campagne de sensibilisation qui peut être par email, mais ça peut être aussi typiquement de refaire faire une petite formation à vos administrateurs pour leur expliquer les mesures de précaution et de sécurité à appliquer dès lors qu'ils ont des données personnelles traitées par l'association avec eux. Il y a une référence là dans les commentaires sur un registre des incidents de l'association. Effectivement, le registre de traitement comprend aussi le registre des incidents et donc ça doit être indiqué dans ce registre. C'est dans le cadre de votre procédure de violation de données. Et pour les cas d'information de la CNIL, on revient sur les histoires sur la page précédente qui redit quand est-ce qu'on envoie ça à la CNIL. Exactement, dans les 72 heures. Alors, les fameuses ressources dont je vous parlais. Alors, la première chose que je vous conseille d'aller voir, c'est que la CNIL a publié, il y a maintenant 2 ans, un guide destiné aux structures associatives. Donc, allez le voir. Vous avez beaucoup de ressources, beaucoup d'exemples, un guide très, très bien fait qui vous expliquera quelles sont les mesures à mettre en œuvre et ça vous permettra, outre ce webinaire, de savoir quel peut être votre plan d'action en sortant de ce webinaire. Je vous ai mis un lien vers le fameux registre des traitements dont je vous parlais sur le site de la CNIL. La CNIL a également un outil d'analyse d'impact si jamais vous mettez en œuvre les fameux traitements de données à grande échelle qui nécessitent de s'interroger un peu plus en détail sur la nécessité du traitement à mettre en place. La CNIL a aussi publié, alors elle avait suspendu quelque temps, là elle a mis à jour un MOOC qui est en fait une formation en ligne qui est très très bien si vous ne voulez pas vous lancer dans une campagne de sensibilisation personnalisée. En tout cas, demandez à tous vos administrateurs idéalement et en tout cas la personne qui sera en charge de la protection des données personnelles de faire ce MOOC. L'avantage, c'est qu'à la fin, vous aurez un diplôme à la suite d'un questionnaire, d'un petit test qui sera fait à la fin. Et ce diplôme peut être, je vous encourage à le conserver parce que ça permet, par exemple, de justifier que la personne en charge de la protection des données personnelles ou que les personnes qui seront impliquées dans les traitements des données personnelles ont bien soit les compétences nécessaires, soit en tout cas que vous avez bien rempli votre obligation de sensibilisation. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et il y a aussi l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui a un MOOC, alors qui est un peu plus technique. Donc ça, il est un peu moins grand public. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant qu'au moins votre responsable de la protection des données personnelles ou votre responsable informatique justifie d'avoir suivi cette formation, qui est une formation très, très complète en matière de cybersécurité. Ça me fait revenir à une question que j'avais un peu oubliée. Est-ce qu'on doit avoir un seul responsable des données ou est-ce qu'il peut y avoir un responsable par activité avec des fichiers différents? Alors, il peut y avoir, normalement, vous avez un registre de traitement par entité juridique. Donc, même si vous choisissez d'avoir des responsables par activité, il faudra à un moment s'assurer qu'ils échangent entre eux et en tout cas avoir un point de contact au niveau de l'association, ne serait-ce que pour les demandes des personnes concernées. Voilà, je pense que pour l'instant, j'ai oublié personne. Donc, il y a peut-être d'autres questions ou ceux qui se sentent, voilà, on est passé un peu vite sur des choses, vous Et pouvez c'est là, revenir. voilà, que vous pouvez poser vos questions générales ou oubliées.
puisque nous sommes arrivés à la fin de la partie présentation, mais non pas à la fin du webinaire. Ah oui, est-ce qu'il y a une notion d'amélioration continue dans la réglementation? Par exemple, une association qui ne serait pas 100% conforme et qui montre sa bonne volonté et qu'elle se met en place un plan d'action pour s'améliorer, est-ce que ça va quand même être pris en compte? Alors, c'est sûr que dans le cadre des contrôles, vous allez avoir un échange avec la CNIL, comme je vous le disais, qui a donc plutôt vocation à être contradictoire. Et c'est sûr que si vous avez en tout cas déjà un plan de conformité dont on voit qu'il a été initié, même si les actions n'ont pas pu être finalisées pour des raisons budgétaires ou autres, c'est déjà bien. Donc, lorsque vous allez avoir fait votre audit à l'issue de ce webinaire, évidemment, et que vous aurez un peu vu tous les points, tout le plan d'action et toute la to-do list de votre association, c'est bien de montrer que vous avez envisagé la conformité de votre association sur un point, même si c'est dans un point plus lointain. Maintenant, je ne vous cache pas que le principe, c'est que normalement, depuis 2018, vous devez être conforme, depuis 2018 ou la naissance de votre association, vous devez être conforme et vous pouvez être sanctionné sur ce point. La sanction sera peut-être plus clémente si vous montrez que vous avez une bonne volonté de mettre en œuvre la conformité, mais vous serez quand même en violation de la réglementation. Il n'y a pas de prescription? Il n'y a pas un moment donné où on ne vient pas trop loin quand même, non? Alors, c'est au moment du contrôle, en fait. On examine l'état de l'association au moment du contrôle. Après, évidemment, on est sur la prescription classique. Non, ce n'est pas imprescriptible. On ne va pas revenir sur un traitement qui s'est terminé il y a 6 ans. Donc, il y a une belle liste alors les pauvres bénévoles, oui et non. De toute façon, voilà, il y a un certain nombre de structures associatives, elles ne sont pas très grandes, donc c'est pas forcément un énorme travail que de mettre en place un registre et de veiller à. Mais effectivement, ça peut devenir un gros travail ou en tout cas un besoin de compétences renforcées dès lors qu'il peut y avoir des données sensibles et puis il y a cette attention à avoir quand on commence à avoir chacun des copies de fichiers un peu partout, on ne sait plus qui a quoi, et voilà, c'est ça qui est souvent, je trouve, en pratique difficile dans les assos. Mais comme tout sujet, on se fait une feuille de route et on essaie d'avancer, de faire pas à pas. Voilà, il ne faut pas, sous prétexte que ça paraît comme ça un gouffre ou vertigineux, ne pas y aller. On prend un sujet après l'autre. Et effectivement, comme je le disais en introduction, ça peut aussi pour vous être, et ça doit d'ailleurs être un outil de management de votre association, puisque normalement, grâce à l'audit que vous ferez à l'issue de cet webinaire, vous allez peut-être vous rendre compte que vous payez des cotisations pour ou des abonnements à des logiciels dont vous ne vous servez plus ou qui n'ont plus d'intérêt, ou que 3 logiciels peuvent être remplacés par un seul, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous emparer n'ayez pas peur de la réglementation et de la conformité en général, parce que là, on parle juste du RGPD, mais vous avez malheureusement d'autres obligations de conformité. Mais utilisez-les vraiment, vous, pour améliorer exactement les principes de la lutte contre le blanchiment. Mais vous utilisez cet outil pour améliorer votre gestion opérationnelle et administrative de l'association. C'est pour ça que c'est aussi ce webinaire s'inscrit dans ce certificat de management des associations parce que c'est vraiment un outil indispensable et qui peut donc avoir aussi une vertu positive. Eh bien voilà, nous arrivons un peu au terme. C'est quoi la LCBFT? La lutte contre le blanchiment. Ah, pardon. Et donc, est-ce qu'on va. Ah bah, on nous propose un prochain webinaire sur le sujet. Pour l'instant, il n'existe pas, mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être Et le financement du terrorisme, voilà, pour oui. FT. Voilà, merci. Oui, Lutte voilà. contre le blanchiment et. Oui, moi, je ne suis pas très à jour sur tout ça. Pourtant, nous avons des obligations aussi. Oui, et je déclare tous mes virements étrangers ou tous mes trucs à l'étranger à la Banque de France, là, dans un Voilà. super formulaire à la noix. Bon. Nous faisons tous de la lutte contre le blanchiment sans le savoir.
Donc peut-être, je ne sais pas, on verra pour un prochain webinaire sur le sujet, mais en tout cas, merci Béatrice pour ce temps de webinaire qui quand même a un côté à la fois technique et concret. Et vous aurez le replay et le support pour vous aider à reprendre tout ça. Et si voilà, et bon travail à chacun, bonne suite pour tous ceux qui continuent à gérer le mieux possible les structures associatives. Donc voilà, et il y en a quelques-uns qui ont des questions sur le certificat de management, je peux encore rester quelques minutes. En tout cas, sur la partie technique RGPD, je crois que nous pouvons considérer que c'est terminé et libérer Béatrice. Voilà, et donc à très bientôt pour la suite. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête quelle est la prochaine date, donc ni le prochain thème. Donc si quelqu'un a le programme en tête, vous pouvez le partager. Et sinon, surveillez vos boîtes mail pour les prochains Merci à webinaires. tous pour votre attention. Merci Cécile et à Voilà. bientôt.